beaucoup. J'ai en fait voulu qu'on regarde une petite vidéo de 3 minutes de Carole Cadwallar, qui est la reporter qui a sorti le scandale Cambridge Analytica et qui a fait un... Pourquoi est-ce que j'ai voulu démarrer par ça? C'est que aujourd'hui, vous êtes donc des entreprises qui faites de la communication sur Internet, mais vous êtes aussi des acteurs qui font que la démocratie va être une société d'avant ou qu'elle va survivre. Ce qu'on a découvert depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est que les grands acteurs du net, moi ça fait 25 ans que je suis l'actualité sur le marketing sur Internet, et depuis 2 ou 3 ans, on voit que tous ces grands acteurs qui voulaient connecter les gens les uns aux autres, donc partager l'information du monde, eh bien, tous ces acteurs-là construisent un monde dont on ne veut pas. Et moi, ce qui me frappe, et c'est la raison pour laquelle je vous incite à voir ce TED, c'est la raison pour laquelle je vous incite à voir The Great Hack, qui est le documentaire sur Cambridge Analytica sur Netflix. La raison pour laquelle j'aimerais que vous lisiez tous le livre de Roger McNamee, qui était le premier financier de Facebook et qui a publié un livre qui s'appelle Zucked. Je n'ai pas besoin de vous traduire ce titre. Eh bien, tout ça, il faut que vous le lisiez parce qu'à un moment donné, vos enfants, dans 10-15 ans, ils vont vous dire « Mais papa, maman, tu étais dans la communication sur Internet, tu faisais des investissements, tu donnais de l'argent aux plateformes. Mais papa, maman, tu as vu ce que les plateformes ont fait de notre société ?» C'est ce petit lien-là qu'on n'arrive pas à créer aujourd'hui auprès du grand public et auprès des professionnels. Donc, je vous engage à chaque fois que vous faites un investissement sur Internet à réfléchir à ses conséquences. C'est indispensable aujourd'hui. Maintenant, Damien, on peut parler de choses plus rigolotes. Ah, mais ça a un lien, parce que c'est un lien sur la notion de plateforme. On pourrait se demander si les plateformes aujourd'hui, par la publicité, peuvent acheter la démocratie ou peuvent la dévoyer. La démonstration est faite. Hein, on n'est pas dans la politique fiction. Vous voyez l'énorme bousin du Brexit. Eh bien, le responsable, c'est Facebook. Pourquoi est-ce que c'est Facebook le responsable ? Parce que Facebook a permis le ciblage en récoltant donc, des données psychologiques sur les gens, vous savez, le fameux petit questionnaire de personnalité, qu'il a extrapolé sur des millions de personnes et que ces données-là ont été exploitées, c'est ça qui est le plus dégueulasse, pour influencer des gens qui n'avaient pas l'éducation et qui n'avaient pas d'opinion sur le Brexit en leur disant que toute la Turquie allait débarquer au Pays de Galles. Et ça, c'est un fait. Donc, Carole Cadwallar est l'une des journalistes qui a révélé ça. Et donc, vraiment, regardez ces vidéos et informez-vous de cela. Alors justement, si on tire le fil de ça, l'impression que j'ai, c'est de se dire, est-ce que les plateformes, Facebook ou autres, ne sont pas en train de dévorer tout sur leur passage? Là, ça pourrait être l'exemple typique de la démocratie au sens large. Là, on pourrait parler, on peut revenir sur le sujet des marques. Quand on a préparé cette interview, toi et moi, tu me disais que toi, qui es une grande habituée des Lions à Cannes ou des Cannes Lions, tu avais vu une évolution, et notamment le fait que sur les plages, alors traditionnellement, si vous n'avez pas l'habitude d'aller au Cannes Lions... Comment vous n'allez pas au Cannes Lions? Voilà, ça c'est Geneviève. Si vous avez, en gros, ce genre d'événement-là, vous avez sur les plages des sociétés qui payent pour avoir une présence. Traditionnellement, c'est plutôt des agences de pub ou des marques. Et là, depuis quelques années, ou des médias. Et depuis quelques années, qu'est-ce que nous voyons apparaître? Les plateformes, les Google, les Facebook. Google, les Facebook, les Snapchat, les Microsoft, etc. Alors, qu'est-ce que ça dénote? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi la lecture qu'on peut en faire? Ça veut dire que jamais il n'y a eu... Alors, on a fait des parallèles avec les acteurs de la chimie, les acteurs du pétrole, en disant oui, d'accord, ces grandes plateformes sont extrêmement puissantes. Mais moi, à chaque fois qu'on me dit ça, mais il y en a eu d'autres par le passé, elles ont été donc démantelées, etc. D'abord, pour l'instant, le démantèlement de ces plateformes n'est pas en vue. Il est organisé par elles-mêmes en anticipation des réglementations. Les plateformes
sont devenues les plus expertes dans l'anticipation des réglementations. Le RGPD, règlement sur la protection des données, qui était censé redonner du souffle à des acteurs européens, a été en réalité utilisé par les plateformes à leur avantage. Idem pour la portabilité des données. Donc, et dernier épisode en date, les droits d'auteur, attention, les plateformes vont payer le contenu des médias. Bien, donc depuis hier, en fait, Google a donné sa réponse. C'est, eh bien, vous abandonnez les droits ou on ne vous met plus en avant. Exactement. Donc, en fait, non, c'est pas vrai. Il n'y a jamais eu, en réalité, de société aussi puissante que celle-ci. Elles avancent à un rythme effréné. Et le plus grave, c'est qu'en fait, jamais personne auparavant n'avait centralisé le chemin de pensée des gens dans le monde. Or, c'est ce que Google, c'est ce que Facebook, c'est ce que Apple, c'est ce qu'Amazon font. Ils sont dans nos têtes et donc on voit bien, donc c'est pour ça qu'on a démarré avec le Brexit, qu'est-ce que ça peut donner. Alors, il y a certains qui donnent des solutions à ça. Par exemple, Roger McNamee, lui, il dit il faut interdire le ciblage comportemental. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, juste pour préciser, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement le ciblage comportemental, c'est le démarrage, c'est le fait de pouvoir découper, on va dire, et de cibler de manière très très précise des personnes en fonction de leur activité, de ce qu'ils font sur la plateforme. C'est ça. Voilà. Alors, tout ça, c'est, on va dire, c'est peut-être un peu le côté... Et ailleurs, d'ailleurs. Et ailleurs, voilà. Oui, parce qu'il y a un point qui est important à avoir en tête, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas sur Facebook ou une autre plateforme qu'on n'est pas pisté de par ailleurs grâce à différents liens. Pour revenir à cette notion de marque et de plateforme, est-ce à dire qu'aujourd'hui, quand on fait de la publicité, alors qu'on est un professionnel, quand on est un petit professionnel, ça peut être hyper pratique et hyper efficace. Mais pour les grands aussi, c'est tout le problème. Pour les grands aussi. C'est des services extraordinaires aux entreprises, ces alors plateformes dont on parle. Ça marche bien quand même. C'est très efficace d'un point de vue publicitaire. Je prends l'exemple. On vous comprend. Quand je discute avec certains professionnels et qui ne sont pas des grandes marques, mais qui me disent, moi je fais de la pub, j'ai une petite boîte qui fait des t-shirts, je fais de la pub sur Instagram, ça cartonne et ça marche très bien parce que j'ai des gens qui sont très bien ciblés et j'ai des achats. On ne peut pas leur en vouloir non plus. C'est un peu le revers de la médaille ou plutôt le côté à moitié plein, à moitié vide du verre. Ça fonctionne bien. Mais bien sûr. Ça marche très bien et c'est pour ça qu'ils ont des clients, autant de clients que ça. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est que en fait, dès qu'il y a des scandales, et Dieu sait s'il y en a eu, le cours de bourse progresse. C'est-à-dire qu'il y a une déconnexion complète entre le business et le bien public. Ou l'éthique, on va dire. Le bien public. Enfin, moi, personnellement, je préfère vivre en démocratie. Je ne sais pas toi, Damien, mais... A priori, oui. Oui, c'est quand même mieux, effectivement. Mais alors justement, pour revenir toujours à cette notion de marque, est-ce qu'aujourd'hui, ces plateformes sont en train d'induire des effets de bord sur les campagnes de pub, sur les attitudes, sur le fait que peut-être on tombe sous une dictature du chiffre ou du KPI, donc de la métrique? C'est quoi qu'on voit aujourd'hui? C'est quoi qu'on voit évoluer, toi qui, depuis 25 ans, vois évoluer ce marché? Eh oui. Eh bien, oui, il y a effectivement, il y avait cette fameuse phrase on ne sait pas quelle moitié de mes investissements me sert à vendre et dans le doute, je garde tout, grosso modo. En fait, là, on est complètement dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on commence à savoir avec pas mal d'instruments aujourd'hui qu'est-ce qui sert à vendre et on oublie le reste. On oublie le reste et c'est un petit peu dangereux pour les marques parce que, en fait, je ne sais pas toi, mais moi, ce qui me marque, c'est les rêves, c'est les émotions. Et bien sûr que quand je suis donc un tunnel de conversion, eh ben, ça me simplifie la vie, etc. Mais la raison pour laquelle je vais acheter telle ou telle marque, c'est dans mon imaginaire. L'imaginaire, ça se forge avec des grandes campagnes, mais aujourd'hui, les canaux sont tellement nombreux
que les grandes campagnes, on a un petit peu du mal à en trouver. Alors justement, les grandes campagnes, c'est typiquement, j'imagine, si je me tourne vers la salle, je dis des grandes campagnes qui vous ont marqué. Moi, par exemple, et comme certains autres, à la grande ère de la pub, on pourrait citer les campagnes qu'avait fait Ségala pour Citroën, ça marque l'esprit. Il peut y en avoir d'autres aussi. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que ces grandes campagnes-là qui étaient massives, parce que aussi, il n'y avait pas forcément d'autres canaux. En Bien gros, il y sûr. avait du 4x3, de la télé, éventuellement de la radio, puis c'était plié. Mhm. Et de la presse. Mais voilà, on va dire les canaux étaient restreints. Aujourd'hui, on a un nombre de canaux très très large. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est difficile d'avoir la même force de frappe sur l'imaginaire aujourd'hui par le nombre de canaux présents. En fait, les marques, elles deviennent comme la petite marchande d'allumettes d'Andersen, c'est-à-dire qu'elles grillent une allumette après une autre. Elles doivent s'adapter à chaque circonstance, à chaque moment, à chaque support. Et du coup, d'avoir une cohérence dans tout ça, c'est extrêmement difficile. Il y en a très très peu qui y arrivent. Alors, en même temps, je ne voudrais pas paraître trop sévère. Par exemple, je suis sortie de la gare hier soir et j'ai vu la campagne d'Orange qui Oui. qui vous incite Bien à vivre digital. éteindre votre portable. Et là, je me dis grande campagne. Grande campagne parce que, enfin, ce que je vous raconte, c'est la digitale des illusions, on est tous dedans. Et du coup, de parler de ça quand on est un opérateur téléphonique, c'est très très fort. Alors, ce qui est très amusant, juste pour ton info, ce qu'on a discuté avec certains d'entre eux, sur leur siège, ils ont mis un énorme panneau avec marqué Bravo, vous avez levé la tête. Donc, vous avez levé la tête de votre smartphone, puisqu'en fait, on a vu le grand panneau qui est sur l'immeuble. On appelle ça un nudge. Donc, en gros, c'est pour attirer l'attention. Et ils me disaient, en fait, ça a mieux marché que la campagne de pub. Ils ont des résultats ou plus de retours sur ce truc-là que sur la campagne de pub. Ce qui montre aussi peut-être qu'il y a des changements de perception par rapport aux canaux. Peut-être le fait que la télévision aujourd'hui est moins performante, ou peut-être que le social aussi peut plus nous accompagner au jour le jour dans notre vie. Oui, c'est vrai. Ensuite, il faut faire des choix aussi. Qui trop embrasse mal étreint. Si on est absolument partout, on se noie. Alors ça, c'est un point intéressant à retenir de ce que tu dis, de notre échange, c'est la tendance ou la volonté qu'on peut avoir spontanément, c'est de se dire, il faut que je sois partout. Parce qu'en gros, l'idée, c'est, je fais un tapis de bombe et on va me trouver absolument partout. Toi, tu dis l'inverse, tu dis, il vaut mieux être à des endroits plus ciblés, plus précis, plus en adéquation avec ma marque, pour plus marquer. En fait, pour moi, le plus grand théoricien de la pub actuelle, c'est Tony de Zappos. Tony, quand il s'est lancé, donc Zappos, c'était au démarrage un site de vente de chaussures et il n'avait pas vraiment de budget de com. En fait, il en avait un peu, il a raconté qu'il n'en avait pas, bref. Il s'est dit, je vais faire le meilleur service au monde pour mes consommateurs. Et là, donc, ces télévendeuses n'avaient plus de script. Elles pouvaient envoyer des cookies à leurs clients, elles pouvaient leur envoyer des bouquets de fleurs. Et il avait compris que quand on faisait ça, quand on lâchait comme ça les rubans aux gens, quand on rendait le pouvoir au métier le plus méprisé du monde, qui est celui de télévendeuse, eh bien, ça arrachait. C'est-à-dire qu'ensuite, les réseaux sociaux... Waouh, Zappos m'a envoyé un bouquet de fleurs parce que ma chaussure était bleue alors que je l'avais commandée blanche ou des choses comme ça. Et c'est profondément vrai, cette démarche. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il avait compris avant tout le monde, Tony, c'est qu'aujourd'hui, la communication, c'est d'abord avoir un vrai produit et ensuite avoir un vrai service et ensuite avoir des vrais gens qui bossent pour vous, qui croient à tout ça. Et là, quand vous Donc avez... c'est l'alignement de tout ça. C'est ça. Et là, en fait, quand vous avez tout ça, ça émane à l'extérieur. Quand on voit des campagnes, pour revenir là-dessus, et justement par rapport au message, pour rester sur cette notion de message et d'alignement, des campagnes qui sont très belles, mais qui finalement plantent. Je pense, on avait discuté l'une d'elles, j'ai repensé l'autre jour, je l'ai vue, mais quelle déception. celle de Mythique. Absolument. Alors Mythique, vous connaissez tous le site Mythique. Qu'est-ce que j'avais aimé cette campagne, parce que le truc de dire, mais le vrai amour, c'est quand on aime les défauts de l'autre. Ben, franchement, c'était d'une intelligence incroyable. Elle était aussi... ils avaient même modifié leur questionnaire sur le site de rencontre avec votre défaut. Ils avaient ajouté ça pour être en cohérence avec la campagne. C'était une campagne absolument formidable. Moi, je m'étais dit,
Ils sont partis pour 10 ans. Alors, c'était Buzz Band qui leur a fait. Voilà. Le slogan, c'était Love Your Imperfections. Donc, je ne vous le traduis pas, vous avez compris. Et en fait, 1 an et demi plus tard, je croise la dirigeante de Mythique dans une conférence et je lui dis bah alors qu'est-ce que vous avez fait de cette campagne? Et elle me dit mais elle n'a pas marché. Et là, je me suis dit ah bah merde alors. Et ils sont revenus à quelque chose qui s'appelle Start Something Real, alors qui est peut-être un point, on va dire, inverse, Bah, c'est le de l'eau real au tiède, sens quoi. digital pour Ouais. revenir dans la vraie vie, ce qui n'est pas forcément idiot. Oui, mais enfin ça mange pas de pain. On est tous en train de dire ça. C'est Mais pas. alors justement, voilà, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est du flan. Enfin, Oui, c'est c'est beaucoup ça. plus visqueux, on C'est va ça. dire. C'est de l'eau tiède, quoi. C'est de l'eau tiède, voilà. Mm. Alors que l'autre avait quelque chose de très très Mm. fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce qu'une campagne, ça peut arriver qu'elle ne marche pas, ou ça veut dire qu'ils attendaient des résultats peut-être très immédiats, ça n'a pas marché, il y a une dictature du chiffre. C'est quoi le Ah truc bah, derrière? un site de rencontre, il faut que ça rentre tous les jours, hein. Et donc, effectivement, ils sont sur leur monitoring de tout. Et puis, ils voient, ça marche pas, on arrête. On retourne dans l'eau tiède parce que ça marche mieux. Et c'est comme ça. C'est juste dommage pour la pub. Mais j'ai pas, voilà, j'ai juste à le regretter. J'ai pas vraiment réfléchi en détail à. Sur le raison du pourquoi. Mm. Tu disais tout à l'heure que donc finalement, pour exister, il ne faut pas forcément vouloir être partout. Pour exister, il faut avoir un message fort. Ça, c'est un peu évident, mais c'est bien de le rappeler. On voit aussi de plus en plus de marques qui mettent en avant leurs valeurs, leur raison d'être. Très à la mode, la notion de raison d'être. On parlait d'Orange il y a Le quelques instants. why. Le why. Il y a aussi des entreprises, on voit la Maïf par exemple, qui s'est dotée Magnifique. qui est réelle, d'une vision sociale, on va dire. Ah, mais il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres, hein. Celles qui sont vraiment différentes des autres, effectivement, quand elles le disent, comme c'est vrai, elles s'en sortent mieux. Alors justement, voilà, si on prend des boîtes comme Patagonia, si on prend des boîtes même comme le Slip français, ou des choses comme ça, pourquoi pas Michel Augustin, que sais-je, c'est des grandes réussites de com, mais on sent qu'il y a autre chose derrière qui est aligné. C'est quoi finalement est-ce qu'il y a une recette magique aujourd'hui pour faire en sorte que tous ces points soient alignés, qu'on dépasse peut-être uniquement la logique de pub? Ben, la sincérité. Je pense que la sincérité, ça se sent, hein. Pour revenir au sujet du début, j'étais aux Journées de l'UDECAM, qui est un gros événement parisien, 2000 personnes, salle Pleyel. Et Daniel Kretinsky, l'un des actionnaires du Monde, il a fini cette matinée et en fait, il l'a écrasé juste parce qu'il a dit à la salle « Je vais vous expliquer pourquoi je fais ce que je fais ». Et il nous a raconté son histoire d'homme de l'Est qui investit dans les médias parce que, évidemment, il n'a pas toujours, lui, vécu dans une démocratie, qui constate que les jeunes ne lisent plus de journaux et donc sont soumis à la désinformation des réseaux sociaux. Et que le problème, c'est que et j'ai trouvé que c'était merveilleux comme formule, les médias qui construisent les citoyens. Et donc, quand on parle comme ça, alors ça ne lui a pas facilité la tâche avec les journalistes du Monde la semaine qui a suivi, mais aujourd'hui, il faut apprendre à parler comme ça avec ce qu'on a là. Parce que si vous parlez autrement, vous ne serez pas entendu. Donc la question de la sincérité, je le disais. Et même des guts, enfin de parler avec ses tripes, de croire. Patagonia, par exemple, c'est intéressant, hein. Ils se sont mis à faire, donc c'était des habits, ils se sont mis à faire de la nourriture, simplement parce que leur mission d'entreprise, et c'est une entreprise militante, les a conduits là. Et à la fois, ils sont sur une petite niche vêtements, ils vont sur une petite niche alimentation, mais en fait, comme ils sont radicaux, ils peuvent les multiplier comme ça, les niches, pour véritablement construire un monde meilleur, parce que les gens qui veulent construire un monde meilleur, en priorité, nos amis les GAFA, on n'en peut plus, hein, des gens qui veulent qu'on soit tous copains, que le monde aille bien, etc. Mais aujourd'hui, ça devient même quasi insupportable. Aujourd'hui, il vaut mieux dire je veux faire une petite chose et une petite chose bien. On voyait justement le fait que, quand on parle des réseaux sociaux, très souvent, tu parlais d'avoir donc de l'authenticité, de la vérité dans ce qu'on fait. Très souvent, moi, quand je discute avec des professionnels sur la notion de réseaux sociaux, c'est très je t'aime moi non plus, le digital en général et notamment les réseaux sociaux, parce qu'on dit ah oui mais
si j'y vais, je vais me faire étriper, ou il faut que je sois parfait, il faut que j'ai un service client à la hauteur, etc., ce qui peut se comprendre. Et à la fois, il y a une perte de contrôle de la part de certaines sociétés. Et des fois, il faut aussi avoir une sorte de perte de contrôle. Mais tout à fait, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un retournement au moment du CM de Bouygues Télécom qui se faisait injurier à longueur de journée. Et puis, à un moment donné, le soir, il était 10 h du soir, il a dit, écoutez, là, franchement, j'en ai complètement assez de me faire engueuler par vous. Moi, j'ai mes enfants à aller... Enfin, il a parlé comme il était. Et ça a été une date clé dans l'histoire du social media parce que on a compris. Alors, c'est ce mix qui est difficile à faire entre le personnel et le professionnel. Il ne faut pas non plus se tromper un tout petit peu de... Il y a une marge ténue, mais en fait, c'est quand même important d'être assez aligné entre sa personnalité et puis sa casquette professionnelle. Et quand ça touche à un produit, tu m'as narré l'histoire de Procter & Gamble avec un produit qui faisait des trous au lieu de nez. C'était génial, voilà. ça. Et Ouais. ça a été les débuts justement du fait de se dire, ah ouais, mais en fait, on n'a pas forcément la main sur tout. C'était il y a 15 ans, ça. En fait, Procter avait sorti un petit stylo pour enlever les taches des chemises. Et sur les réseaux sociaux, je ne sais plus qu'est-ce que c'était que les réseaux sociaux à l'époque, mais enfin, il y en avait un blog peut-être. Et un blogueur avait dit « Ah, ça fait des taches. Non, ça fait des trous dans la chemise. » C'était remonté en un jour au PDG du groupe Procter & Gamble qui a dit ben, « On ne contrôle plus rien. » Et il a compris très vite notre réalité à tous, c'est qu'effectivement, il faut écouter ce que les gens ont à vous dire. C'est pas toujours très agréable. Répondre, et puis ce que tout le monde fait aujourd'hui. Ce que tout le monde fait, mais c'est pas facile. On a d'autres exemples, Nestlé qui s'était fait aligner pour l'huile de palme et qui, pareil, a battu en retraite en fermant ses pages Facebook, ce qui était donc un grand succès pour Greenpeace, et d'autres exemples comme ça qui montrent que, finalement, aujourd'hui, il faut savoir être humble aussi, il faut savoir reconnaître une erreur, il faut savoir dire on s'est planté. Ou est-ce qu'il faut éventuellement être combattant? Je repense à l'exemple de Decathlon et du hijab, où ils ont pas lâché le morceau. Ils ont été un peu contradictoires, Decathlon et le hijab. Ils ont retiré et puis pas lâché le morceau. Et puis, ils ont composé avec l'instant. C'était d'ailleurs un sujet tellement complexe qu'on les comprend. Ils s'en sont pas trop mal sortis d'ailleurs. Oui, ça sont pas mal sortis, mais encore une fois, parce que il y avait une confiance entre l'ECM, la direction de la boîte. En fait, c'est ça, c'est choisir les bonnes personnes, leur faire confiance, pas être sur le dos tout le temps, mais plutôt quand il faut. Là, j'imagine qu'effectivement, le DG de la boîte était branché sur les comptes sociaux dans cette crise-là. Qu'est-ce qu'on disait? On disait simplement que des fois, il fallait savoir lâcher prise et qu'il fallait savoir peut-être prendre des risques et éventuellement aussi faire en sorte d'être aligné pour pouvoir être droit dans ses bottes. L'exemple de Decathlon ou d'autres exemples comme ça de sociétés qui finalement ont passé une crise mais en sont sorties peut-être plus grandes. Tu donnais l'exemple de Bouygues. C'est des sociétés avec une culture extrêmement forte. Decathlon, c'est une boîte, c'est incroyable. Les vendeurs... la boîte en elle-même, j'y suis allée là-bas, on traverse le magasin et donc tous les collaborateurs traversent le magasin pour rentrer à leur bureau et en sortir tous les jours. Et donc ils sont au milieu des clients. Et c'est un très bon entraînement pour le monde d'aujourd'hui. Et pour la petite histoire, la plupart de leurs dirigeants sont des anciens vendeurs. J'en connais un d'ailleurs qui est devenu directeur et qui a commencé sur ce qu'ils appellent le gazon, c'est-à-dire en gros la moquette verte des magasins. Justement, on parlait des crises il y a quelques instants. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais il n'y a pas que ça. Les réseaux sociaux, ça fait aussi des choses bien pour les marques. Mais de toute façon, les crises, c'est excellent parce que justement, ça permet. Nestlé, ils sont devenus très bons. Ils sont devenus très bons. Ça fait grandir effectivement. Est-ce qu'on n'a quand même pas l'impression des fois qu'il y a un peu panique à bord? C'est-à-dire en gros, alors Nicolas pourra en parler, c'est le fait que un petit nombre de gens qui vont s'exciter à un moment sur un sujet en particulier va faire que certaines personnes vont tout de suite, certaines marques vont dire bon, ok, on arrête tout de suite, on est désolé, on s'excuse, en gros, battre en retraite immédiatement, alors qu'elles avaient peut-être une vraie intention, une vraie volonté de faire un truc.
Et finalement, elles arrêtent tout un peu en panique. Est-ce que finalement, c'est pas une erreur non plus de se dire à un moment, je suis une marque, j'ai ma conviction dans mon truc, vous êtes gentil, mais moi c'est comme ça. Mais bien sûr, il faut Est-ce qu'il n'y a faire pas une ça. sorte de dictature du consommateur quelque part qui est en train de poindre? Pas uniquement d'ailleurs dans le domaine du marketing, dans le domaine de la politique aussi. C'est un des grands dangers actuels, mais c'est là où effectivement c'est très important d'avoir des convictions. Quand vous avez des convictions, en fait, vous vous rendez compte que vous les partagez. C'est-à-dire que un dirigeant qui va en première ligne pour dire, ah ben non, mais je maintiens, s'il est sûr de lui, ça va bien se passer. On n'en voit pas des masses quand même. On a l'impression Non. quand même qu'ils ont tendance à s'excuser la plupart du temps. C'est vrai, et puis ils sont aussi parfois pas là très longtemps. Alors les sociétés familiales vont mieux de ce point de vue-là parce qu'elles sont inscrites dans une lignée du temps. Et donc elles ont une plus grande liberté de parole. Le problème, c'est la liberté de parole aujourd'hui. Le temps, le fait de s'inscrire dans le temps. Si je comprends bien finalement, si on parle notamment des plateformes, l'avantage des plateformes, c'est, il nous reste 5 minutes, l'avantage des plateformes, c'est le fait qu'elles peuvent permettre d'avoir des résultats assez rapides sur certaines actions. Mais ce que j'entends finalement, c'est qu'il faut arriver aussi à panacher ça. C'est-à-dire, en gros, on peut très bien se dire, on peut faire des actions spécifiques et utiliser ces plateformes qui sont très efficaces, même si on a pointé leur danger en début de notre discussion. Mais ça n'enlève pas le fait que derrière, on peut avoir un sillon beaucoup plus long et qui ne passe pas forcément uniquement par ces plateformes. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on attend, les marques ont tendance un peu à naviguer en fonction des modes et de se dire, là, il faut qu'on aille à fond là-dessus parce que c'est la mode, là, il faut faire TikTok, puis là, il faut faire des podcasts, et puis là, il faut faire des machins. C'est pas exactement ça. Le problème, c'est qu'elles sont sous-staffées, ces marques. Et que les plateformes, c'est sympa, il y a 3 boutons. En plus, il y a des tableaux de bord qui arrivent régulièrement. Quasiment automatiquement. Leurs dirigeants sont invités dans la Silicon Valley à des voyages somptueux où ils baisent l'anneau des plateformes. Donc, personne ne va jamais leur reprocher de faire ces investissements-là. Et juste, elles construisent, donc les entreprises qui misent tout sur les suites Google, sur Facebook, sur Microsoft, elles construisent sur le terrain des autres. Et notamment, elles se privent peut-être de la valeur de leur data. Alors, il y a des boîtes, genre La Poste, le Crédit Mutuel, comme par hasard, des boîtes avec une culture très forte, qui se disent, eh bien non, nous, on va se compliquer la vie. On ne va pas choisir les mêmes que tout le monde. On va, pour le Crédit Mutuel, construire notre propre cloud, parce que la donnée, eh bien, tout le monde le sait, hein, c'est un truisme, c'est notre pétrole. Et parce que les banques, en plus, il y a une dimension très sensible sur les données. Mais pour tout le monde, en fait. Oui, en bien sûr. réalité, c'est effectivement un trésor dont les sociétés peuvent tirer des avantages si elles n'ont pas tout donné à des acteurs américains. Christophe, il nous reste 2 minutes et quelques. Peut-être prendre une ou deux questions, éventuellement, s'il y en a dans la salle. Ou Nicolas. Nicolas ? Oui, je peux en avoir une. En me jouant parfaitement l'avocat du diable, parce que les plateformes ont un peu pris cher, donc je vais essayer de Les pauvres. tempérer. Je pense qu'ils s'en tireront assez bien. Mais est-ce que finalement, la force, parce que moi, Cambridge Analytica et les tests psychodémographiques, j'ai un peu de mal à croire cette vision. C'est-à-dire que si on arrivait à cibler politiquement quelqu'un, un électeur, juste avec un test psychodémographique, je pense que elle, France ou autre, serait déjà à la tête de la France depuis longtemps. Mais est-ce que finalement, ce qu'il aurait bien compris, c'était qu'en fait, face à un monde politique un peu en entre-soi, avec des meetings, des flyers, ce genre de choses, la force du Brexit et des mouvements extrêmes n'était pas d'avoir trouvé une point d'accroche. On voit bien dans The Great Hack qu'ils disent « on va cibler les cons ». Et on va les cibler eux et autres. Et en fait, on a complètement oublié un peu ces gens-là en se disant, en fait, il y a une sagesse des foules et on n'a pas de cons chez nous, ils sont tous éduqués, ils ont été à l'école. Et en fait, eux, ils ont compris ça et ils nous mettent. Et donc, finalement, est-ce que pointer les plateformes là-dessus... C'est pas les cons, c'est les gens qui n'ont pas eu l'éducation. Ils n'ont rien de con. Ils n'ont pas de culture politique. Oui. Est-ce que, justement, est-ce que pointer les plateformes, c'est pas regarder le doigt et pas la lune dans la mesure où finalement une plateforme, elle est faite pour faire du pognon uniquement, et c'est ce que les gens font. Je vais m'énerver, je suis désolée.
une plateforme, quand elle s'adresse à des milliards d'individus, elle n'est pas que là pour faire du profit, elle est aussi là pour rendre des comptes sur des massacres qui ont eu lieu chez elle, au Rohingyar. Elle est là pour rendre des comptes sur le trucage d'élections. Et elle est là pour rendre des comptes à nous, citoyens, qui vivons dans le monde. Oui, la difficulté, finalement, c'est aujourd'hui l'ampleur démographique, notamment compris les plateformes, qui font que leur rôle initial, qui était prévu, le Facebook de base, qui était « je veux mettre en relation les gens parce que j'ai envie de faire des soirées », sont devenus aujourd'hui, démographiquement parlant, le 3e pays au monde. Donc la question qu'on peut se poser, d'ailleurs c'est la conclusion, c'est le fait de se dire quelle est la responsabilité politique ou éditoriale, parce qu'on pourrait dire aussi que Non, c'est un mais en média, fait, ça de commence ce par type de la plateforme. responsabilité éditoriale, ça commence aussi par la réglementation des États. Et le problème de la réglementation des États, c'est que, encore une fois, Google, Facebook emploient 90% des plus grands cabinets d'avocats parisiens et que donc, ils sont meilleurs au jeu législatif que nous. Enfin, je finis quand même parce que le problème, c'est que les gens n'ont pas conscience de ce danger. Et donc de dire oui, mais c'est business as usual, ça n'est pas vrai. Ce sont des plateformes qui forgent la démocratie, qui vont devenir les banques, qui vont s'occuper de notre santé. Donc on ne peut pas dire ça, on ne peut plus dire ça. On peut peut-être prendre une question Ah, dans la salle. oui, tout à fait, une question dans la salle. Est-ce si qu'il y a on une a question dans la salle pour Geneviève? Heider, devant. Merci pour le débat. Je sens qu'il y a une polarité quand même qui est en train de venir dans notre société, qui est claire entre des gens qui commencent à prendre vraiment beaucoup de pouvoir par rapport à une masse, comme tu viens de le dire. Mais on oublie, moi je viens d'une industrie qui est la pharma, donc j'ai un régulateur qui est très mature dans son approche de réguler son marché. Aujourd'hui, ils ont une approche empirique, scientifique. On l'entend un petit peu en sous-jacence dans votre discussion, c'est quelle est la place du régulateur. Moi, s'il y en a un qui est entre guillemets à la traîne, là, c'est le régulateur, qui est censé être la réponse au peuple, peu importe sa maturité. Donc moi, si j'ai un autre point à mettre, c'est vous, régulateurs, qu'est-ce que vous faites? Alors, les régulateurs font des choses. Le problème, c'est la technologie qui suit la réglementation. C'est-à-dire qu'en fait, quand le régulateur fait une réglementation, ceux qui ont déjà la technologie du coup d'après, c'est toujours les mêmes. Et du coup, ça ne fait que accélérer la roue. Et dans votre domaine aussi, la France, par exemple, avec sa base de données sécurité sociale, c'est absolument merveilleux. On a la plus belle base de données médicale du monde. Sauf que les gens qui sont en capacité de la traiter, eh bien, ils sont recrutés 10 fois plus cher par Google en ce moment. Donc, en fait, toutes les règles du jeu sont faussées tout le temps. Voilà, c'est ce qu'il faudrait retenir. Si j'avais une chose à dire, c'est ça pour vous mettre de bonne humeur toute la journée. Est-ce qu'on a une deuxième et dernière question? Je suis désolé. Oui, juste derrière. Peut-être en haut, parce que du coup... Bruno, vas-y. Okay. Vous aurez la possibilité de discuter aussi avec Geneviève après, parce qu'on va faire une pause. Oui, je reste jusqu'à 3h de l'après-midi. Voilà, il faut discuter avec Geneviève. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur les cas de Lyon, où c'était les GAFA qui venaient et plus les autres industries, même si elles étaient importantes. Est-ce que un des nœuds du problème, c'est pas qu'en fait ces plateformes, leur carburant, c'est nous. C'est plus les autres, ils avaient des produits à vendre. T'achètes ou t'achètes pas. Mais là, le problème, c'est qu'on est en même temps l'acheteur et on achète notre propre produit. Et derrière ça, j'ai envie de dire, on est mal, quoi. C'est insoluble, non? Il y a des projets de data trust pour rendre aux gens la valeur de leur data. Une autre question? Il y en a une autre en haut, oui, voilà. J'aime bien, il y a plein de questions. Est-ce que ça marche? Sinon, vous nous le faites fort. Faut parler fort. Le micro. C'est bon, c'est bon. bon. Okay. J'ai une question notamment sur, par exemple, Facebook. Est-ce que les GAFA, enfin, ce genre de structure-là, ne jouent pas le jeu avec les États pour être clean, entre guillemets? On a vu, suite à l'affaire des attentats de Christchurch, donc, comment dirais-je, Macron, avec la première ministre néo-zélandaise, qui ont pris des engagements en accord avec Facebook et les GAFA pour lutter contre ce genre de dérive et avoir plus de
d'éthique en fait dans l'utilisation de la plateforme. Oui, Donc, mais quelle blague, Christchurch, vous mettez un sein sur Facebook, il est enlevé immédiatement. Là, 7 minutes, il y a un mec qui fait un massacre en direct que les jeunes voient dans le monde entier. Quelle blague. Et il y a une dernière question éventuellement devant. Ouais. Et après, on arrêtera sur les questions, je suis désolé. Mais après, vous pourrez discuter donc avec Geneviève tout à l'heure, qui vous verrez au naturel est pareil, super cash, et c'est pour ça que moi je l'adore. Je vais Donc aussi me comment faire un peu l'avocat du diable, parce qu'on attaque effectivement beaucoup les plateformes qui, enfin, pour moi, sont un média avant tout, avec des utilisateurs. Et on l'a dit, et Nicolas l'a rappelé, on a ciblé les cons. Vous avez parlé de manque d'éducation, de culture. Culture politique. Quelle est culture politique, mais pas que, hein, je pense concrètement. Y a pas, enfin, la culture politique, c'est un peu la pyramide de Maslow de la culture. Hein. Déjà, il faut apprendre à compter, à lire. Vite, votre question, parce qu'on n'a pas de temps. Dites-nous Et tout. en fait, quelle est la responsabilité des États là-dedans? Parce que le budget dédié à l'éducation, à la formation, l'acculturation aux médias et à la compréhension des médias, certains pays n'ont pas fait ce choix-là, clairement, alors que d'autres l'ont fait. Je pense à des pays d'Europe du Nord. Il me semble qu'on oublie la responsabilité de l'État dans l'investissement qui est lié à la formation des personnes. Vous avez raison. Bon. Geneviève, tu voulais nous parler du Grand Prix de l'innovation digitale. Oui, j'avais ma petite page de publicité. Vas-y, à toi. Donc, c'est la 6e édition du Grand Prix de l'innovation digitale. Et vraiment, je vous engage à aller sur grandprix-id.com, voir si vous pouvez déposer des dossiers. N'ayez pas peur, ça ne mord pas, c'est gratuit. Et ben voilà. Merci à Geneviève. Merci beaucoup, merci Geneviève de tout ça.